questions are at the end. Yeah, you could just say that too. Or put it in the chat, whatever works. I'll do both so that people just. Perfect. OK, je pense qu'on peut commencer. OK, alors bon, bienvenue tout le monde. Merci de nous joindre aujourd'hui pour la session de télépsychologie avec Sheila Mecking. On est très ravis d'avoir Sheila avec nous pour nous donner ces belles informations. Juste pour que les gens sachent, on vous demande d'écouter la présentation, puis il y aura une période de questionnement à la fin. Alors, merci Sheila, puis bonne session à tous. Ah, excuse, j'ai oublié de mentionner pour les micros, juste s'assurer que tous les gens qui sont ici de mettre mute, fait d'avoir la ligne rouge sur votre micro afin que tout le monde puisse bien entendre Sheila. Merci. Merci, Mélanie. Donc, aujourd'hui, on va parler de la télépsychologie. Donc, au cours de la dernière décennie et particulièrement au cours des dernières années, comme vous le savez certainement tous, il y a eu une évolution dans la façon dont les services de soins de santé sont reçus et sont fournis, y compris les services psychologiques, évidemment. Donc, les services ne sont plus nécessairement offerts en personne. Les développements technologiques ont accru l'accessibilité à ces services. Donc, l'utilisation de la technologie, comme vous le savez certainement, pour fournir des services psychologiques aux clients présente de nombreux avantages. Cependant, cela soulève également des préoccupations supplémentaires et impose des responsabilités supplémentaires aux psychologues qui s'engagent dans la télépsychologie. Donc, lors de cette présentation, je vais discuter de qu'est-ce qui est la télépsychologie, qu'est-ce qui sont les avantages de la télépsychologie, qu'est-ce qui sont les responsabilités supplémentaires pour vous comme psychologue si vous pratiquez la télépsychologie, y compris les considérations sur le lieu où les services sont rendus. Je vais vous donner quelques conseils pour les psychologues qui s'engagent dans la télépsychologie. J'aimerais mentionner dès le début, puis je vais probablement me répéter durant la présentation, que je ne suis pas une experte en technologie. Donc, ceci, ça va être nos conseils de mon point de vue comme avocate, donc vos responsabilités légales comme professionnel de la santé, mais vous avez une obligation de vous rendre confortable avec la technologie comme telle que vous allez utiliser. Puis, on va parler un petit peu des différentes plateformes qui existent, mais à la fin de la journée, c'est certainement pas moi qui est l'expert en technologie. Donc, d'abord, qu'est-ce qui est la télépsychologie? Donc, l'Association des organisations canadiennes de réglementation en psychologie. Donc, à partir de maintenant, je vais me référer à ACPRO. Je sais que c'est l'acronyme anglophone, mais je pense que vous êtes tous familiers avec ACPRO. Donc, cette organisation définit la télépsychologie comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour offrir des services de psychologie et des renseignements connexes sur de grandes ou de petites distances. Donc, ça, c'est la définition de télépsychologie qui est fournie par ACPRO. Donc, la télépsychologie couvre un large éventail d'activités. Si vous utilisez la technologie pour fournir des services de psychologie aux clients, des consultations, de la supervision de vos étudiants, par exemple, ou de d'autres professionnels de la santé, des publications d'articles sur votre site web ou s'il y a encore entre vous qui utilisent un blog. Je ne suis pas sûre que c'est la traduction de dire. En tout cas, tout cela pourrait être considéré comme de la télépsychologie. Cela inclut également l'utilisation de différents types de technologies. Donc, les téléphones, des plateformes de vidéoconférence, des sites web, des courriels, des discussions en ligne, des messages textes ou même des médias sociaux dans certains cas.
Elle couvre également, comme le suggère la définition, l'utilisation de la technologie, quel que soit l'endroit où se trouve le psychologue ou le client, le ou la psychologue ou le ou la cliente. Cela couvre les cas où votre client se retrouve dans une autre province ou même dans les cas où votre client pourrait se trouver à côté de votre bureau. Donc, je vais vous fournir quelques statistiques. Suivant une statistique, Canada a mené une enquête en 2021 auprès de travailleurs de la santé qui travaillaient dans le domaine de la santé depuis 2016 ou qui avaient étudié pour devenir travailleurs de la santé depuis 2015 dans chacune des 10 provinces. Donc, selon l'enquête, à l'automne de 2021, un travailleur de la santé sur 4 offrait des services de santé virtuellement depuis mars 2020, donc depuis la COVID. Donc, les psychologues, les travailleurs sociaux et les conseillers, et puis ici on dit les conseillers familiaux, avaient les taux les plus élevés de prestations de soins virtuels, soit 79 qui ont déclaré avoir fourni des soins virtuels à leurs clients. Donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré les taux les plus élevés de prestations de soins virtuels, ce groupe, qui incluait les psychologues, les travailleurs sociaux et les conseillers, a déclaré être généralement peu satisfait de la prestation de services virtuels. Donc, 78 des répondants ont indiqué que la prestation de services par téléphone était pire que les services en personne et 59 ont indiqué que les services vidéo étaient pires que les services en personne. Donc, cette enquête n'a pas fourni les raisons pour lesquelles le taux de satisfaction était tellement élevé, mais il y a d'autres études qui l'ont fait, puis on va en discuter un petit peu plus tard. Donc, parlons tout d'abord des avantages de la télépsychologie. Donc, l'accès accru aux services de soins de santé. On sait que c'est extrêmement difficile pour la population à travers le Canada d'avoir accès aux soins de santé. Donc, évidemment, la télépsychologie ou le soin de façon virtuelle a accru le service de soins de santé, donc l'accès aux services de soins de santé. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui vivent dans des zones rurales, par exemple. La prestation des services virtuels permet aux personnes de recevoir des services sans avoir à parcourir de longues distances ou même avoir à aller chercher un hôtel ou quoi que ce soit. L'accès efficace aux services, donc les soins virtuels réduisent une grande partie du temps supplémentaire nécessaire pour assister aux services en personne, comme conduire à un rendez-vous, par exemple. Et de plus, ça fait en sorte qu'il y a une diminution des coûts associés. Donc, alors que le service lui-même peut coûter le même prix, le coût pour le client peut être inférieur car il peut économiser sur l'essence ou les hôtels, comme mentionné, s'ils vivent à l'extérieur de la ville. Donc, ça, c'est la liste des avantages. En ce qui concerne la liste des risques, qui est pas mal plus grande. Puis ça, c'est les risques que nous avons considérés. Donc, bien que les services virtuels soient bénéfiques au sens qu'ils offrent un meilleur accès aux soins, il existe de nombreux risques liés à la prestation de services utilisant la technologie. Un sondage du Centre d'Inforoute Santé du Canada a révélé que 57 des répondants ne pensaient pas que les soins virtuels étaient appropriés aux préoccupations qu'ils avaient. 32 ont déclaré que la qualité des visites en personne était meilleure que celle des visites virtuelles. 18 ont déclaré que les soins virtuels ne répondaient pas du tout à leurs besoins. Donc, certaines des préoccupations supplémentaires soulevées dans le sondage étaient les suivantes. Les services virtuels ne sont pas faciles à utiliser. On peut passer, par exemple, certaines personnes âgées pourraient avoir de très grandes difficultés à utiliser les services virtuels, le manque d'accès à la technologie ou le manque de connaissances sur la façon d'utiliser la technologie ou simplement une préférence pour des services en personne. Alors que ce sondage-là portait principalement sur l'accès aux médecins de famille, les mêmes risques s'appliqueraient aux services de psychologie. Donc, les risques que j'ai énumérés sur la diapositive,
par exemple, des questions que vous devriez se poser, c'est signer des documents. Est-ce que vous allez signer les lignes en ligne? Est-ce que vous allez les poster? Est-ce que votre client est confortable ou votre cliente est confortable avec les différents logiciels dont vous utilisez? Est-ce que vos clients ont accès à la technologie? Est-ce qu'ils savent comment l'utiliser? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les différents logiciels? Est-ce que vos dossiers électroniques sont correctement gérés? Donc, il y a de la législation qui traite de ça. Donc, vous avez des obligations additionnelles concernant vos dossiers électroniques ou je dirais additionnelles et différentes que vos documents papier. La séance est-elle enregistrée? Et si oui, peut-être que vous avez des considérations à prendre si la séance est enregistrée. Et si la séance est enregistrée, par qui? Est-ce que c'est vous qui enregistrez la séance? Est-ce que c'est votre client qui enregistre la séance? Et qu'est-ce que vous allez faire si la technologie tombe en panne au milieu d'une session? Donc, la plupart d'entre vous savent probablement que le collège a créé une section spécifique sur son site Web traitant de la télépsychologie et a adopté des normes modèles pour vous aider à naviguer dans ces questions. Donc, depuis le 29 août 2014, le collège a adopté les normes pour les services de télépsychologie élaborés par l'association LACPRO à titre consultatif pour la pratique de la psychologie. Donc, c'est vraiment ACPRO qui a développé ces normes-là, mais le collège a adopté ces mêmes normes-là. Donc, à titre consultatif, ces normes ne sont pas incorporées dans les règlements administratifs, donc les bylaws ou le code de conduite, mais ça fournit plutôt des informations, des conseils aux membres concernant la télépsychologie. Donc, bien que ces normes-là ne soient pas intégrées dans vos règlements administratifs ou les règlements administratifs du collège ou les règles ou le code de conduite, cela ne signifie pas nécessairement que vous n'êtes pas tenu à suivre les conseils. Donc, je ne voudrais pas que vous soyez mal guidé en pensant que, OK, c'est vraiment juste des normes consultatives, des normes modèles. Je ne suis pas liée à suivre ces normes-là, mais la loi sur les psychologues définit une faute professionnelle comme étant un écart grave par rapport aux normes professionnelles ou aux règles de pratique du collège ou de la profession. Donc, ces normes-là, ça peut être soit établi ou reconnu. Donc, un écart d'une norme professionnelle qui est reconnue ou le non-respect, par exemple, pourrait faire en sorte que vous se trouviez coupable d'une faute professionnelle. Donc, c'est important à ce que vous sachiez puis que vous faites votre possible à suivre cette norme-là. Parce que si à ce point-ci, on a créé une norme, c'est probablement parce que ça fait partie, c'est une norme qui est reconnue. Donc, c'est la meilleure pratique et donc, vous devriez suivre ces normes-là. Donc, les normes reconfirment que les psychologues sont censés pratiquer conformément aux normes de pratique applicables dans leur juridiction d'origine. Pour vous, évidemment, il s'agirait des normes établies par la loi sur les psychologues, les règlements administratifs, les règles et le code de conduite, le code d'éthique et les normes de pratique. Donc, ça fait partie, évidemment, des normes du Nouveau-Brunswick pour vous pratiquant au Nouveau-Brunswick. En plus des responsabilités générales relatives à la prestation de services de psychologie, les normes modèles énoncent 8 normes supplémentaires à respecter lors de la prestation de services par télépsychologie. Donc, premièrement, comme pour les services en personne, vous devez être titulaire d'une licence en règle dans la juridiction dans laquelle vous résidez. Donc, c'est ce qu'on appelle habituellement une juridiction d'origine. Donc, c'est là où vous êtes immatriculé, enregistré. Deuxièmement, les psychologues qui souhaitent fournir des services de télépsychologie à l'extérieur de leur juridiction d'origine, c'est-à-dire que le client se trouve à l'extérieur de votre juridiction d'origine, doivent s'assurer qu'ils sont légalement autorisés à le faire. Puis, on va parler en détail de qu'est-ce que ça veut dire d'être légalement autorisé à pratiquer. Puis, dépendamment de la province,
ça peut changer de province à province. Donc, troisièmement, les psychologues doivent indiquer aux clients les coordonnées de l'organisme de réglementation responsable auquel transmettre une plainte en cas de problème. Donc, si votre client veut déposer une plainte, il ou elle doit être au courant de où il ou elle doit déposer sa plainte et aussi, vous devez leur avoir fourni les coordonnées pour l'organisme de réglementation. Donc, cela devient un petit peu plus compliqué dans les cas où le psychologue et les clients ne résident pas dans la même juridiction. Puis, on va discuter de ça un petit peu plus plus tard, mais gardez ça en tête. Donc, les psychologues doivent connaître la jurisprudence locale et les normes de pratique en vigueur dans le territoire où le client bénéficie de services. S'il existe une contradiction entre ces lois et ces règlements ou les normes et ce qui s'applique dans le territoire de prestation du psychologue, il doit agir conformément à la norme la plus stricte. Donc, si vous avez un client en Nouvelle-Écosse qui réside en Nouvelle-Écosse et que vous êtes au Nouveau-Brunswick et vous offrez de la télépsychologie, si la Nouvelle-Écosse, le collège a des normes plus strictes que le Nouveau-Brunswick, vous avez l'obligation de vous conformer aux normes les plus strictes, donc celles de la Nouvelle-Écosse. Donc, les psychologues qui offrent des services de télépsychologie en dehors de leur territoire de prestation doivent s'assurer d'être couverts par une assurance de responsabilité civile suffisante. Donc, votre assurance ne couvre pas nécessairement la télépsychologie premièrement, la télépsychologie de façon générale, mais il faudrait aussi vérifier votre assurance pour faire sûr que ça couvre la pratique en dehors de la province du Nouveau-Brunswick. Numéro 6, les psychologues doivent savoir utiliser la technologie servant à offrir les services. Puis ça, c'est un petit peu du common sense, mais c'est important que vous sachiez comment utiliser la technologie pour pouvoir aider vos clients si eux autres ont la difficulté durant une session, puis pour leur permettre de pouvoir continuer une session s'il y a un problème technique, par exemple. Donc, numéro 7, pour réduire le risque qu'une personne se fasse passer pour un client afin d'accéder à ses renseignements de santé confidentiels ou d'influencer l'évaluation ou l'opinion d'un psychologue à l'égard d'un client, les psychologues utiliseront une forme d'identification codée du client dans le cas où il est impossible d'effectuer une vérification visuelle. Donc, si vous avez un cas où ce n'est pas possible de faire cette vérification visuelle-là, vous devez créer un code qui fait en sorte que vous sachiez, c'est comme une vérification d'identification de votre client, afin que vous s'assuriez que vous, en effet, faites affaire avec votre client comme tel. Donc, finalement, les psychologues doivent se mettre d'accord avec les clients sur une marche à suivre en cas de défaillance technologique. Donc, s'il y a un problème au milieu d'une session, vous devriez avoir déjà préétabli qu'est-ce que vous allez faire afin de rectifier le problème ou est-ce que la session va être reprise une différente journée? Donc, vous devez vous assurer que vous avez un plan d'établi. Donc, ça, c'est les 8 recommandations qui font partie des normes de Ag Pro. Donc, on va passer à travers de ces normes-là en détail. Mais la première partie, on va parler de la juridiction. Puis, j'ai regroupé les points 1 à 4 qui traitent vraiment tout de la juridiction. Donc, en tant que rappel, les 4 premiers points étaient être titulaire d'une licence de votre juridiction d'origine, que vous s'assurez que vous êtes de pouvoir exercer dans la juridiction du client, informer le client de l'endroit où il peut se plaindre, donc déposer une plainte, et puis comprendre les normes de pratique là où les services sont offerts. Donc, ça, c'est vos responsabilités. La première question, c'est où sont les services offerts? Puis, oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Donc, la question à savoir où sont les services, où est-ce qu'ils sont offerts, ce n'est pas une question qui est très facile à répondre. Et en effet,
différentes juridictions ont pris la décision, ont décidé que c'est soit où le psychologue est enregistré, donc où est sa licence d'origine, ou d'autres juridictions ont décidé que c'est là où habite le client. Donc, c'est intéressant, mais c'est une question qui est vraiment importante afin que vous puissiez déterminer quelles sont vos obligations. Donc, les lignes directrices sur les services de télépsychologie interjuridictionnelle du CPNB, donc au Nouveau-Brunswick, confirment que le collège maintient sa juridiction et sa supervision de tous les psychologues et candidats inscrits auprès du collège, peu importe où se trouvent les psychologues ou comment ils l'exercent. La question de savoir où les services sont offerts est facilement résolue lorsque les services sont fournis en personne, évidemment. Si le psychologue rencontre un client à son bureau au Nouveau-Brunswick, les services sont réputés avoir été offerts au Nouveau-Brunswick et le psychologue doit être inscrit auprès du collège. Donc, ça, c'est les circonstances les plus simples. La question est un petit peu plus compliquée lorsque les services sont fournis par télépsychologie, particulièrement plus compliqué quand le psychologue et le client ne se retrouvent pas dans la même province. Donc, dans le contexte de la télépsychologie, le CPNB interprète la pratique comme ayant lieu dans la juridiction où le psychologue est inscrit. Donc, si vous êtes inscrit au Nouveau-Brunswick et que peu importe où votre client est, le CPNB a décidé que la pratique a lieu au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, vous qui êtes inscrit au Nouveau-Brunswick est autorisé à exercer par un organisme, donc les psychologues qui sont inscrits et autorisés à exercer par un organisme de réglementation ailleurs au Canada peuvent offrir des services de télépsychologie à des clients au Nouveau-Brunswick sans avoir à s'inscrire auprès du CPNB. Cela signifie que les psychologues qui offrent des services aux clients du Nouveau-Brunswick doivent se conformer aux exigences d'inscription et de licenciement de la juridiction dans laquelle ils sont inscrits et autorisés. Donc, les règles ne s'appliquent pas aux psychologues qui sont inscrits à l'extérieur du Canada. Les psychologues qui sont inscrits à l'extérieur du Canada, par exemple aux États-Unis, doivent suivre le processus d'inscription de courtoisie du CPNB avant de pouvoir fournir des services de télépsychologie à des clients au Nouveau-Brunswick. Donc, bien que, comme mentionné, le CPNB ait déterminé que la pratique a lieu dans la juridiction où le psychologue est inscrit, les autorités de réglementation ne sont pas toutes d'accord, comme j'ai mentionné. Donc, ce n'est pas toutes les juridictions qui sont d'accord avec ce point-là. Certaines juridictions considèrent que la pratique a lieu là où le client se trouve. Il est donc important que les membres du CPNB communiquent avec d'autres organismes de réglementation et déterminent s'ils sont autorisés à offrir des services dans cette juridiction et quelles pourraient être les exigences d'inscription. Donc, nous allons parler du Canada atlantique. Donc, la présentation ne sera pas longue assez pour couvrir toutes les juridictions du Canada, mais nous allons nous concentrer sur au moins les provinces de l'Atlantique. Donc, les provinces de l'Atlantique étant la Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont conclu un protocole d'entente qui rend les choses un petit peu plus faciles en ce qui concerne la pratique de la télépsychologie. Donc, chacune des juridictions a adopté le modèle des normes de l'ACPRO. Puis, le protocole d'entente prévoit que chaque juridiction, c'est-à-dire chaque province, doit exiger que ces personnes inscrites, avant qu'elles n'exercent dans une juridiction d'accueil, doivent aviser la juridiction d'accueil de l'intention d'exercer dans cette juridiction et doivent fournir le nom, les coordonnées et le numéro d'immatriculation de la personne inscrite. Ils doivent aussi attester de la familiarité avec le protocole d'entente. En anglais, on appelle ça un Memorandum of Understanding. Ils doivent aussi attester que le modèle des normes de télépsychologie de l'ACPRO, donc qui sont familiers avec les normes, ainsi que la jurisprudence et les normes de pratique locales dans les juridictions dans lesquelles la personne inscrite a l'intention de pratiquer la télépsychologie. Donc, en d'autres mots, si vous voulez pratiquer en Nouvelle-Écosse, vous devez aviser
la Nouvelle-Écosse que vous avez l'intention de pratiquer dans cette juridiction. Et vous devez aussi vous familiariser avec le protocole d'entente, le modèle des normes de télépsychologie, la jurisprudence et les normes de pratique locales, donc de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est une grande responsabilité que vous entreprenez lorsque vous décidez de pratiquer la télépsychologie à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Donc, vous devez attester de votre familiarité. Et puis, les nouvelles notifications, donc, vous devez aviser les autres juridictions une fois par année. Donc, puis, c'est au début de chaque année civile. Le protocole d'entente prévoit que toute plainte reçue concernant une personne inscrite qui n'est pas inscrite dans la juridiction d'accueil sera envoyée à la juridiction d'origine en tant que plainte disciplinaire. En d'autres mots, si vous vous trouvez au Nouveau-Brunswick et que vous pratiquez la télépsychologie, votre client est en Nouvelle-Écosse, par exemple, si vous avez une plainte contre vous, ça va être le CPNB qui va s'occuper de cette plainte-là. Donc, le dernier aspect du protocole d'entente concernant les plaintes, c'est important parce que c'est lié à la norme 3 de l'ACT-PRO. Informer les clients auprès de qui ils peuvent se plaindre en cas de problème. Donc, je viens de mentionner que si vous avez une plainte contre vous par un client de la Nouvelle-Écosse, ce client-là devrait savoir où déposer cette plainte-là, puis c'est votre responsabilité de fournir cette information-là à vos clients. Le Conseil de la Nouvelle-Écosse a adopté la même position que le CPNB au sens qu'il considère que les services sont offerts là où se trouve le psychologue, évidemment, mais la Nouvelle-Écosse est une exception aux autres groupes. Je m'excuse, j'ai donné l'exemple de la Nouvelle-Écosse, mais eux autres, vous n'avez pas besoin d'aviser le Conseil de la Nouvelle-Écosse. C'est juste l'île Prince-Édouard est en œuvre. Donc, on va parler un petit peu de l'Ontario maintenant. Puis, si vous trouvez que c'est un petit peu mêlant de comme... Ça ne va pas être aussi facile pour vous, comme je dis, je viens de me mêler pour la Nouvelle-Écosse, mais chaque province est différente. Donc, si vous vous engagez dans la télépsychologie puis vous dites, je veux pratiquer à travers le Canada, ça va vraiment vous poser des obligations. Vous devez vraiment vous assurer de comprendre dans chaque province qu'est-ce que je dois faire. Donc, contrairement au Nouveau-Brunswick, l'Ontario considère que les services sont offerts là où se trouve le client. Donc, complètement le contraire. Donc, encore là, si on parle des services qui sont offerts en personne, c'est très facile. Si le psychologue et le client se retrouvent en Ontario, les services sont offerts en Ontario. Lorsque les services sont offerts par la télépsychologie, le CPO considère que les services sont offerts là où le client se trouve, comme mentionné. Par conséquent, le collège a mis en place une inscription avec une limite de temps. Donc, pour les praticiens de d'autres juridictions. Donc, ça, c'est une autre considération que vous allez devoir prendre si vous voulez pratiquer en Ontario. Ça pourrait limiter la limite de temps que vous pouvez pratiquer en Ontario pourrait être limitée. Donc, je n'irai pas en détail dans toutes les exigences pour l'Ontario, mais je voulais juste vous souligner les critères d'adhésion temporaire comme mentionné. C'est juste disponible pour les personnes qui sont autorisées à offrir des services à un client existant. Puis, il y a juste certaines circonstances qui font en sorte que vous pouvez offrir des services en Ontario et puis la limite de temps peut être aussi limitée. En Alberta, un autre exemple. Donc, le Collège des psychologues de l'Alberta a adopté une approche similaire à celle de l'Ontario au sens que les services sont réputés être offerts là où se trouve le client. Donc, les normes sont similaires à celles de l'Ontario qui exigent que les personnes s'inscrivent au niveau du collège
avant de fournir des services aux clients situés en Alberta. Le site web du collège en Alberta ne fournit pas vraiment d'informations supplémentaires sur les adhésions temporaires, contrairement à l'Ontario. Mais il discute du fait que vous devez quand même, vous devez être enregistré. Donc, pour résumer brièvement, il est toujours important de connaître et de comprendre les différentes normes applicables dans chaque juridiction. Donc, en supposant que la plupart d'entre vous résident au Nouveau-Brunswick, étant donné que vous êtes ici aujourd'hui, vous devez maintenir votre inscription auprès du CPNB tant que vous résidez et pratiquez la psychologie, y compris la télépsychologie au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est assez simple. Si vous pratiquez au Nouveau-Brunswick la télépsychologie, vous avez quand même besoin de votre même licence. Mais si vous offrez des services à un client à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, vous devez vérifier auprès de l'autorité de réglementation où réside le client pour savoir si vous êtes tenu de vous inscrire auprès de cette autorité ou non. Vous devez aussi déterminer si vous devez aviser l'autorité de réglementation ou non. Donc, comme nous venons de le voir, si votre client est en Ontario ou en Alberta, vous devez nécessairement vous inscrire auprès de cette autorité. Et si votre client est situé dans le Canada Atlantique, vous devez également informer les autres provinces de votre intention de fournir des services à ce client. Donc, comme mentionné, toujours informer vos clients où ils peuvent se plaindre. Et vous devez connaître les normes qui sont applicables concernant la télépsychologie, mais aussi les normes qui sont applicables dans les juridictions locales. Donc, finalement, le point sur l'assurance des responsabilités professionnelles, vous devriez, aussitôt que vous vous engagez dans la télépsychologie, vous devriez immédiatement vérifier avec votre assurance pour faire sûr que vous êtes couvert. Donc, on va maintenant passer à la prochaine partie de notre présentation, donc connaître la technologie. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement parce que je vois que notre temps passe vite. Donc, comme mentionné, la première partie, on a discuté vraiment des premiers points qui traitent de la juridiction en vertu des normes de Act Pro. Donc, maintenant, on va parler de connaître la technologie. Donc, les 3 dernières normes de l'Act Pro sont vraiment liées à des problèmes d'utilisation de la technologie. Je suis certaine que vous avez tout entendu dire la technologie est géniale quand elle fonctionne. So, technology is great when it works. Donc, vraiment, ces 3 normes visent à répondre à ces préoccupations-là. Donc, numéro 6 est assez facile à expliquer. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il faut que vous sachiez comment utiliser la technologie. Évidemment, vous allez avoir une responsabilité additionnelle si vous allez utiliser la technologie pour offrir des services. Puis, comme mentionné, vous allez probablement avoir à aider vos clients s'ils ont des problèmes avec la technologie. Donc, vous devez être familier et puis savoir utiliser la technologie. Vous devez minimiser les risques liés avec l'utilisation de la technologie. Et vous devez faire des plans avec le client en cas de panne technologique. Donc, en plus des normes de l'Act Pro qui ont été officiellement adoptées par le Collège, les directives de l'Association américaine de psychologie pour la télépsychologie fournissent des lignes directrices et de l'information supplémentaire en ce qui concerne la télépsychologie. Donc, malgré qu'elles soient similaires aux normes modèles, celles-ci ne sont pas contraignantes. Cependant, elles sont utiles pour fournir des informations supplémentaires aux psychologues qui s'engagent dans la télépsychologie, car ils développent certaines des considérations décrites dans les normes de l'Act Pro. Par exemple,
Les lignes directrices, je vais l'appeler de l'AAP, viennent élargir la norme numéro 6 de l'ACPRO, assurer la compétence en technologie. Les lignes directrices suggèrent que les psychologues doivent s'assurer qu'ils sont compétents avec la technologie et bien informés de l'impact potentiel de l'utilisation de la technologie envers le client. Cela peut inclure des considérations telles que « Savez-vous comment expliquer l'utilisation de la technologie aux clients? Pouvez-vous les aider à résoudre des problèmes mineurs? Votre client est-il connaissant de la technologie ou l'utilisation de la technologie sera-t-elle un processus frustrant pour lui? » Donc, ça, c'est des considérations que vous devriez faire avec vos clients de façon individuelle. Donc, si vous avez des clients que vous savez vont avoir aucun problème avec la technologie, évidemment, vous pouvez utiliser la technologie, mais si vous pensez que certains clients ne sont pas des candidats parfaits pour la télépsychologie, vous devez prendre ça en considération lorsque vous décidez d'offrir des services de cette façon-là. Si vous ou votre client n'êtes pas connaissant de la technologie que vous utilisez, cela pourrait nuire considérablement à la qualité des services qui sont offerts et reçus. Donc, les lignes directrices viennent également élargir la norme numéro 8 de l'ACPRO, établir un plan avec les clients concernant ce qui se passera en cas de panne technologique. Donc, comme mentionné, vous avez l'obligation d'établir un plan dans ces circonstances-là. Pour les psychologues traitant avec des clients particulièrement vulnérables, cela est particulièrement important car il y a toujours une possibilité qu'un client puisse vivre une crise pendant la prestation des services, que ce soit de façon virtuelle ou en personne. Donc, vous devez prendre en considération le fait que votre client, si c'est un client qui est vulnérable, qu'est-ce que vous allez faire s'il expérience une crise pendant la prestation de service? Donc, vous devez connaître les ressources disponibles dans la communauté locale du client pour l'intervention en cas de crise. Et puis, n'importe quelle autre ressource que vous pouvez utiliser afin de minimiser le risque de crise, mais aussi un plan pour en cas où votre client souffre d'une crise. Donc, le point numéro 7 des normes, minimiser les risques liés à l'utilisation de la technologie, principalement sur la question de confidentialité. Les normes prévoient que pour minimiser la possibilité qu'une personne se fasse passer pour un client et ait accès à des informations confidentielles sur la santé ou influence l'évaluation ou l'opinion d'un psychologue sur le client, les psychologues utiliseront une forme d'identification codée, comme mentionné, dans les cas où la vérification visuelle en direct n'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment une obligation, puis je sais que je la répète, mais comme c'est vraiment clair que vous devez établir un code de quelque sorte si vous n'êtes pas capable de faire la vérification visuelle. Donc, il est toujours important de confirmer l'identité du client. Donc, ça, c'est assez généralement facile si vous avez rencontré le client en personne et vous avez confirmé son identité avant de fournir des services virtuellement. Mais si vous rencontrez votre client pour la première fois de façon virtuelle, c'est important d'avoir un moyen de confirmer l'identité de votre client comme tel. Vous pouvez penser à toutes sortes de scénarios qui pourraient se passer si quelqu'un essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre et devient votre client, si vous faites une évaluation, etc. Donc, c'est vraiment important que vous vous sentiez confortable, que vous avez bien identifié votre client. L'ACPRO suggère, si vous n'avez pas de visuel du client, l'ACPRO suggère d'utiliser une forme d'identification codée, comme mentionné. Ça pourrait être aussi simple que demander au client de confirmer sa date de naissance, son adresse actuelle ou quelque chose de plus compliqué, comme une révision de vos dernières séances, si ce n'est pas la première fois que vous faites affaire avec ce client-là. En tant qu'avocat, nous sommes également tenus de confirmer l'identité de nos clients avant de pouvoir fournir des services, en particulier lorsqu'il y aura de l'argent d'échanger. La méthode adoptée par le barreau du Nouveau-Brunswick est de demander au client sur un appel vidéo de tenir son permis de conduire à côté de son visage. Donc, ça, c'est une des façons que le barreau du Nouveau-Brunswick a décidé qui était adéquate.
pour confirmer l'identité d'un client. Donc, l'avocat, dans ce cas-là, on prend une photo, comme un screenshot, dans une capture d'écran du client avec son permis de conduire. On peut mettre ça dans nos dossiers, puis on peut fournir la preuve qu'on a confirmé l'identité de nos clients. Vous devez s'assurer que le client dispose d'une connexion Internet sûre et fiable et d'un espace sécurisé pour recevoir les services par l'entremise de la télépsychologie. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être difficile pour vous de confirmer avec les clients, surtout si vous faites affaire avec des clients qui ne savent pas nécessairement comment confirmer que l'espace est sécurisé, que l'Internet est sûr et fiable. Mais c'est quelque chose que vous avez la responsabilité de faire de prendre les meilleurs efforts pour avoir une confirmation. On a noté ici qu'il faut éviter d'utiliser la technologie pour partager des informations personnelles sur la santé. Ce que je veux dire par ceci, c'est d'éviter de partager trop d'informations personnelles par courriel ou par message texte, par exemple. C'est plus difficile d'assurer la confidentialité par ces méthodes de communication. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des communications se font par courriel, puis beaucoup d'informations sont partagées. Mais vous savez aussi qu'il y a toujours la possibilité qu'un courriel soit intercepté ou que quelqu'un hack un ordinateur. Donc, évitez le plus possible, mais sachant que la plupart des informations se font partager par courriel. Donc, finalement, c'est aussi important que votre client comprend les risques et les limites de la télépsychologie et que votre client vous donne un consentement éclairé à recevoir les services par télépsychologie. Donc, c'est votre responsabilité de vous assurer que votre client est en mesure de comprendre les risques et les limites associées avec la télépsychologie. Et c'est votre responsabilité d'avoir un consentement éclairé à ce niveau-là. Donc, une autre responsabilité que vous avez, c'est de vous assurer que les clients soient conscients de toutes les limites en ce qui concerne l'utilisation de la technologie, mais vous devez établir des limites fermes en ce qui concerne la communication avec vos clients. Donc, si vous commencez à utiliser, par exemple, des messages textes avec votre client, puis vous trouvez que ça fonctionne bien parce que c'est assez facile, vous devez préétablir avant de commencer avant de commencer d'offrir des services, vous devez établir ces limites-là pour dire, OK, vous pouvez communiquer avec moi entre les heures de 8 à 4, mais vous ne devriez pas, évidemment, laisser vos clients vous contacter à toute heure de la journée, toute heure de la soirée, si ce n'est pas ça qui est vos intentions. Donc, mais vous devriez établir ces limites-là dès le début. Donc, nous avons discuté longuement à notre dernière présentation de qu'est-ce qui sont les éléments du consentement. Donc, on pourrait probablement discuter pour une demi-journée sur le consentement comme tel. Donc, mais je voulais simplement souligner dans le contexte de cette présentation que le consentement requis par la loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé exige que le client soit capable de donner son consentement. Donc, lorsqu'on parle de le consentement de recevoir des services de façon avec la télépsychologie, donc, vous devez être confortable que votre client est en mesure de donner son consentement et que le consentement doit être éclairé. Donc, je sais que vous êtes familier avec cette expression-là, un consentement éclairé. Un client doit savoir qu'il ou elle peut refuser ou retirer son consentement à tout moment. Et le consentement doit être explicite ou implicite. Évidemment, si c'est un consentement qui est implicite, vous devez vous assurer d'avoir pris des notes pour pouvoir confirmer que vous avez bel et bien reçu un consentement.
Donc, comme mentionné, vous avez l'obligation d'expliquer à votre client quels sont les avantages et les risques associés à la télépsychologie avant d'offrir des services par télépsychologie. Donc, cela inclut la description des limites de confidentialité inhérentes à l'utilisation de la technologie. Votre client doit être informé, par exemple, si votre assistant ou assistante administratif ou autres employés auront accès à votre courrier électronique à des fins de planification ou si vous engagez du support informatique externe pour la maintenance de vos dossiers. Donc, ça, c'est vrai pas juste dans le cas de la télépsychologie, mais de façon générale. Donc, si vous avez des personnes de l'extérieur qui vous aident dans votre pratique, vous devez trouver une façon de couvrir ces circonstances-là dans votre consentement. Puis, je ne suggère pas que ça veut dire que vous devez dire, OK, mon client me donne un consentement pour que X, Y, Z personne peut avoir accès à son dossier. Ce n'est pas aussi spécifique que ça, mais vous devez quand même, dans votre consentement, prévoir ces genres de divulgation. Donc, de plus, l'obtention virtuelle du consentement peut présenter des difficultés supplémentaires. Partager votre écran et examiner un formulaire de consentement, c'est un bon moyen de vous assurer que le client est capable de donner son consentement et qu'il donne un consentement éclairé dans les cas où un consentement écrit préalable n'a pas pu être obtenu. Donc, ça pourrait être une façon de le faire si vous n'êtes pas en mesure d'avoir un consentement écrit. Je vous suggérerais qu'un consentement écrit est toujours la meilleure façon. Donc, vous devriez le plus souvent avoir des consentements écrits. Si vous obtenez un consentement verbal, évidemment, vous devez conserver une note au dossier de ce consentement et nous vous recommandons de faire un suivi et d'obtenir un consentement écrit par la suite. Donc, je veux vous laisser assez de temps pour poser des questions. Donc, je vais probablement vous laisser, la présentation va être disponible, puis les diapositives vont être disponibles. J'allais discuter un petit peu des différentes plateformes, mais on va finir avec les dossiers électroniques et la télépsychologie. Donc, la télépsychologie soulève également des préoccupations supplémentaires en matière de tenue de dossier. Comme j'ai passé en revue en grande partie lors de la conférence en novembre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je tiens à souligner à nouveau qu'en tant que dépositaire, vous avez des exigences en matière de tenue de dossier en vertu de la loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé et que vous êtes assujetti aux normes de tenue de dossier du Collège. Donc, vous devez savoir quelles données vous collectez afin que votre client puisse consentir à ce que ces données soient collectées. Donc, vous devez savoir et aussi expliquer à votre client les données qui vont être collectées. Par exemple, si vous devez déterminer si vous allez enregistrer vos séances et le cas échéant, comment ces enregistrements seront conservés. Donc, ça, c'est une décision que vous allez devoir prendre à savoir si vous allez enregistrer les séances. Donc, l'enregistrement des séances peut être un outil utile pour de nombreux psychologues pour les évaluations, la prise de notes ou la supervision d'étudiants, par exemple, ou de d'autres professionnels. Mais si vous décidez d'enregistrer la séance, vous devez savoir, comme si vous utilisez Teams ou Zoom, vous devez comprendre lorsque, à la fin de la séance, enregistrer où est-ce que l'enregistrement va se retrouver. Vous devez être conscient de la technologie que vous utilisez et de la façon dont elle sauvegarde ces informations avant de faire un enregistrement. Donc, le règlement général de la loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé exige que les dépositaires établissent et respectent une politique et une procédure écrite concernant les pratiques d'information pour la protection des renseignements personnels sur la santé. Donc, le règlement exige que la politique écrite contienne des mesures visant à assurer la sécurité des renseignements personnels sur la santé au cours de leur collecte,
de leur utilisation, de leur communication, de leurs entreposages et de leur destruction. Donc, ça s'applique que ce soit des documents électroniques ou des documents papier, l'information. Donc, la politique doit aussi contenir des mesures telles que l'utilisation de mots de passe ou de chiffrement visant à assurer la sécurité des supports électroniques amovibles utilisés lors de l'enregistrement, du transport ou du transfert de renseignements personnels sur la santé. Donc, si vous n'avez pas dans votre politique écrite des mesures, vous êtes en bris de cette loi. Des mesures visant à assurer que les supports électroniques amovibles utilisés pour enregistrer les renseignements personnels sur la santé sont entreposés en lieu sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Des mesures visant à assurer que les renseignements personnels sur la santé sont maintenus dans une aire désignée et font l'objet d'un système de sécurité approprié. Des mesures limitant aux personnes autorisées l'accès physique aux aires désignées où se trouvent les renseignements personnels sur la santé. Une procédure relative à la consignation des attentes à la sécurité des renseignements et des mesures correctives visant à remédier aux atteintes à la sécurité des renseignements. Donc, la dernière partie de ma présentation considérait les considérations quant au logiciel à utiliser. Donc, je sais qu'on allait parler de Zoom, Teams, FaceTime, puis je suis sûre que la plupart d'entre vous sachent que Facebook n'est pas une plateforme qui serait recommandée. Je sais que vous utilisez Zoom pour des professionnels de la santé. Puis à ce que je comprenne, ça va continuer de se faire de cette façon-là. Puis je pense que c'est probablement une des plateformes les plus sécuritaires. Mais je vais laisser l'information dans la présentation, puis je vais l'envoyer au collège s'il y en a parmi vous qui voudraient avoir cette présentation-là, les diapositives, vous pourrez avoir accès. Mais comme mentionné, je ne suis pas une experte en technologie, donc en termes de quelle plateforme est mieux, puis s'ils ont du end-to-end encryption, par exemple, c'est quelque chose que vous allez devoir aller chercher l'information d'un expert en technologie, puis prendre votre décision sur quelle plateforme serait la plus appropriée. Donc, vu qu'il nous reste juste 5 minutes, je vais m'arrêter là, puis vous demander si vous avez des questions. Vous pouvez, si vous voulez, inscrire vos questions dans le chat. Jusqu'à date, pas de questions, juste beaucoup de remerciements. Ça me fait plaisir de vous offrir cette présentation. Puis, on espère que peut-être plus tard dans l'année, on va pouvoir faire une autre présentation sur le consentement. Puis, je pense que ça va être un webinaire, mais je préfère à la dernière réunion où j'ai présenté au mois de novembre, la plupart de la présentation a été juste répondre à des questions. Puis, j'aime beaucoup plus répondre à des questions. Au moins, je sais qu'en sortant, vous avez eu les réponses aux questions que vous aviez. Donc, ne vous gênez pas à poser des questions. Oh. Donc, j'ai vu une question qui avait... J'ai vu une question, mais là, je ne le vois plus dans le chat, là, mais comment est-ce que ça s'applique pour des services offerts à l'extérieur du Canada, je pense que j'ai vu.
Donc, dans ce cas-là, comme j'ai dit, on a fait comme un scan d'une couple de juridictions à l'intérieur du Canada. Puis, on vous a donné des exemples en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, l'Ontario, l'Alberta. Comme mentionné, chaque juridiction a leur propre règlement. Donc, si vous allez pratiquer à l'extérieur du Canada, ça va être votre responsabilité de vous assurer de connaître les exigences dans les autres. Si c'est aux États-Unis, par exemple, ça va être votre obligation d'aller vérifier aux États-Unis c'est quoi les exigences, qu'est-ce que vous devez faire, et puis vous devez vous assurer de respecter les lois dans le pays où vous allez pratiquer. Merci. Je vois un autre commentaire. Ce serait bien d'avoir un tableau qui fait un sommaire des règlements en lien avec la télépsychologie pour chaque province canadienne. Oui, je suis d'accord. Le problème avec ça, c'est qu'on vous a fourni l'information pour une couple de provinces à partir, comme jusqu'à aujourd'hui, mais ces normes-là changent souvent. Ça fait que ça serait du travail assez exhaustif d'aller faire la révision de toutes les provinces, puis en sachant que peut-être que ça va changer de niveau. Puis je sais que ça ne vous aide pas beaucoup là, comme psychologue qui pratique dans d'autres provinces, mais c'est vraiment la responsabilité. Puis on ne voudrait pas créer un tableau, puis que vous vous fiez à ce tableau-là qui ne serait pas à 100% adéquat. Avez-vous d'autres questions? S'il y a des questions qui ressortent plus tard aujourd'hui ou dans la semaine, vous pouvez les envoyer à Mandy, puis Mandy peut m'envoyer les questions, puis je ferai mon possible de vous répondre. Si le client est canadien, j'aurais l'impression qu'il faut suivre les règlements tels que présentés dans cette présentation. Donc, si le client est canadien, ça dépend de, oui, mais comme les exigences sont différentes de province en province, donc vous devez vous assurer de connaître les exigences, qu'est-ce qui s'est attendu de vous de la part de chaque province. Parfait, c'est 1 heure. Alors, merci beaucoup, Sheila, pour la séance d'information et à toutes pour être parmi aujourd'hui. Et passez une bonne journée. Merci. Bye.